Bonsoir, bonsoir à tous, Bonsoir. bienvenue. Bonsoir. Alors, nous sommes ce soir rassemblés pour un live édito où on va dévoiler deux nouveaux titres qui vont arriver chez Kana en 2022, début 2022. Et ce soir, on a comme invité Aline Kukor, qui est traductrice chez Kana. Elle a traduit chez nous Otaku Otaku, Sexy Cosplay Doll, Shy et plein d'autres séries. Voilà, et Teddy de Esprit Otaku, mais je vais peut-être les laisser se présenter euh, voilà, avec leurs mots. Alors, je sais pas qui commence. Bah, je te Euh, laisse l'honneur, Aline. Ok, parfait. Du coup, je m'appelle Aline Cucor. Moi, je suis traductrice pour les éditions Cana depuis quelques années maintenant. Je travaille aussi pour d'autres maisons d'édition. Et bah voilà, chez Cana, j'ai fait comme Yuki a dit, Otaku Otaku, Sexy Cosplay Doll. J'ai traduit du Jean-Paul Nishi avec Ivre du Japon, Blooming to You, pas mal de shoujo, genre Banal à tout prix, Jardin secret, Un petit ami trop parfait, etc. Donc voilà. D'accord. Et donc, pour ma part, je suis donc Teddy d'Esprit Otaku, fondateur du site, rédacteur et webmaster du site, où je parle de tout ce qui est manga, anime, jeux vidéo, actualité, culture japonaise. Je traite vraiment de beaucoup d'œuvres et je suis aussi présent sur Twitch, présent surtout sur Twitter. Et voilà, j'ai beaucoup de projets aussi à arriver. Donc, ça va être génial à vous proposer aussi. ah bah super. Et merci le chat. Merci Lily-san, Seven. Vous commencez à être des habitués. C'est génial de vous voir à tous les lives. Et puis toutes les nouvelles personnes que moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer via le chat parce que ça fait un moment que je n'avais pas fait de live, hein. Donc bienvenue parmi nous. J'espère que vous allez apprécier ce live ce soir. Alors donc, on va faire deux annonces, dont une grosse annonce. Je ne sais pas si, avec les teasings qu'on a fait sur les réseaux sociaux, si vous avez déjà deviné un peu qu'est-ce que ce serait comme série. Allez-y, le chat, lancez-vous. Quels sont vos pronos? Alors, Togenki, Baki, Baki, Togenki, oh, bah dis donc, il y a une majorité là qui se dégage. Yo Fukashi no Ah, Uta, Yofuka Shinota, ah, Komi-san, ouais, Togenki, ok. Bonsoir. Jujutsu no Rokunin, ah ouais, ok, ok. Rakai Blues, Baki. Alors, il y a déjà des bonnes réponses. Ah, ah. Il y a déjà des bonnes réponses. Et je ne sais pas si on lance déjà la réponse. On les laisse encore mariner un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Porte, on les laisse mariner un ah peu. ouais, faut les laisser un petit peu mariner. Alors, ceux qui disent Baki, c'est par pur espoir, c'est ça? Laissez-nous rêver. Bah oui, on va vous laisser rêver un peu. C'est méchant. Ah, on va être gentil après, vous allez voir. Euh, Michael Blues. Alors, à partir des images qu'on a teasées sur les réseaux sociaux, Komi-san, quand même, je pense pas. C'est quand Ah, même un peu éloigné de ce qu'on a pu montrer, je crois. ça peut être sanglant, je sais pas. Oui, peut-être. Peut-être. J'ai raté des chapitres à un moment ou à un autre. Alors, je vois qu'il y a des gens qui arrivent encore, donc bienvenue au live édito de Kana. Ce soir, on va révéler des nouveaux titres. On avait notre théorie Omochi. Ah ah. Et quelles étaient vos théories au Cri Mochi, Prof. Isekai? Ouais.
Bon, le temps de vous faire un peu mariner, je vais vous dire comment on va être gentil pendant ce live. Donc, enfin, vers la fin de ce live, on va faire un tirage au sort qui permettra à 5 d'entre vous de repartir avec le tome 1 des séries qu'on va annoncer. Et il y a une des deux séries, il y a même une édition collector qui est prévue, donc il y aura peut-être quelqu'un qui aura la chance de recevoir ce collector au moment de sa sortie. Et la seule condition pour être tiré au sort, bah, c'est de participer au chat. Donc continuez à causer dans le chat, allez-y. Voilà, voilà. Bon, on va peut-être pas faire attendre plus longtemps, hein, Mais on peut n'est-ce leur pas? dire. Ah ouais, allez. Allez, allez, lançons le teaser. Go! Allez, donc, attends, c'était qui avait donné les bonnes réponses? Je vais pas noter. Ah, il y en avait plusieurs hein, qui avaient Ouais, fait cette proposition. ouais, Luffy On a, Taro, oui, on avait Firewall Switch, Nage, Witch, Eli ouais, Yuan, Benaz Tommy. Ah, 775. ouais. Donc voilà, vous aviez la bonne réponse, effectivement. Donc, début 2021, 22, je retourne dans le temps, 2022, en février pour être plus exact, Togenanki va débarquer chez Kana. Yeah! Ouais. Donc, alors pour ceux qui voient pas du tout ce que c'est, on va quand même un peu raconter de quoi ça parle. Hein. Togenanki, c'est quoi? Togenanki, c'est un shonen assez bien dark, assez bien sanglant, même carrément sanglant, euh, dans laquelle on va découvrir un héros qui découvre au début de l'histoire, à cause d'une tragédie qui lui tombe dessus, que il possède du sang de démons, du sang de Oni dans ses veines, et que à cause de ça, il va être poursuivi par, enfin, sa vie va être mise en danger par des gens qui sont appelés Momotaro, qui vont essayer de le chasser, de le capturer, et puis on ne sait pas ce qu'ils veulent faire avec, peut-être le tuer. Et, euh, et du coup, au cours de ce combat, premier combat qu'on découvre au début de la série, bah, on voit que son sang de démon s'éveille. Et en fait, on découvre que c'est un pouvoir sacrément badass, mais pas si évident que ça à contrôler. Et il va devoir donc apprendre à prendre le dessus sur ce pouvoir, le contrôler pour essayer de se défendre contre les Momotaro. Et puis au fil de l'histoire, on va découvrir que non seulement il doit se protéger lui, mais protéger d'autres personnes aussi. Il va intégrer une école où il va pouvoir apprendre aux côtés d'autres camarades qui viennent de découvrir enfin, le sang de démon ou d'autres qui ont déjà l'habitude de l'utiliser. Mais voilà, ensemble, ils vont apprendre à devenir des combattants Oni. Et voilà, donc c'est vraiment un shonen bien neketsu, bien costaud, comme on aime bien hein, finalement, un bon shonen. Et puis autre atout de cette série, moi je dirais, il y a plein de beaux gosses. C'est vrai, hein, déjà le mentor, voilà, on y reviendra plus tard, mais voilà. C'est, donc on est très 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 content de pouvoir vous le proposer. Et pardon, j'ai encore un fin de rhume, donc vous allez m'entendre un peu renifler, tousser, machin. Je suis désolée pour le côté organique de ce live ce soir, mais voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je dois encore dire autour de ça? Aidez-moi, help. Bah, combien de tomes justement elle fait la série justement, puisqu'il y a la question qui a été posée dans le chat. Actuellement au Japon, elle est à combien de tomes? Alors, actuellement au Japon, il y a le tome 6 qui vient de sortir là.
Du coup, je ne l'ai pas encore en main, tellement ça vient de sortir. Et Moi, je sinon... l'ai. Ah, mince alors, moi je ne l'ai même pas encore. Ah, je l'ai reçu aujourd'hui. Ah, et donc pour l'instant, il y a 6 tomes de sortie au Japon. Et voilà, donc le fameux beau gosse dont je parlais. Désolée pour les super reflets que j'ai là. Il y en a encore d'autres qui arrivent après. Et, euh, et alors nous, en début 2022, on va sortir les tomes 1 et 2 en même temps, simultanément au mois de février. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on va aussi proposer une édition collector de ces tomes 1 et 2 qui seront dans un beau coffret. On mettra des petits boobies dedans aussi, évidemment, bien sûr. On a prévu jaquette réversible, tout ça, tout ça. Mais les détails arriveront sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à checker. Euh, Voilà, donc oui, effectivement, il y aura Et, collector. et dans quelle catégorie il se classera le manga chez Kana? Alors chez nous, on va quand même le mettre en dark, parce que le truc avec cette série, c'est que pour utiliser leur pouvoir, ils ont besoin de se faire saigner. Et donc, on voit, genre, un des persos, là, il a des cicatrices qui l'ouvrent lui-même systématiquement pour faire couler le sang et du coup pouvoir utiliser son pouvoir. Et donc, pour les âmes sensibles, c'est un petit peu... ça fait mal. Et donc, on s'est dit qu'on allait peut-être quand même le mettre en dark et pas simplement en shonen pour ce côté qui pourrait peut-être un peu faire tiquer certains. Ouais, alors. Ouais, j'ai vu qu'il y en a qui parlaient que ça venait du Shonen Champion. C'est peut-être un nom de magazine que vous n'avez pas trop entendu parler. Bah, c'est parce que c'est un magazine publié par Akita Shoten, qui est pas, pas encore très 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 connu chez nous, même s'il y a Beastars qui, euh, qui venait de ce magazine-là et que chez nous a eu son petit succès aussi. Donc voilà, ça m'étonne pas que certains connaissaient le nom de ce magazine. Et donc, c'est ouais, c'est ça. Shai aussi vient du Shonen Champion. Donc, en fait, Kana est fan du Shonen Champion. Et ouais, ces derniers temps, il propose des vraiment chouettes séries chez Akita Shoten, je trouve. Donc, on est très content de pouvoir travailler avec eux. Parce qu'en fait, on a déjà travaillé avec eux avec la BD Albator, en fait. Je sais pas si vous avez lu cette bande dessinée qui propose une nouvelle histoire du pirate de l'espace. Bah ça, maintenant, c'est chez Akita Shoten que c'est géré, donc on a travaillé avec eux. Du coup, on a des bonnes relations. On est content. Voilà. Et donc, le Shonen Champion, c'est un magazine hebdo. Et donc, on a la chance de pouvoir vous proposer plein de tomes en 2022 parce que on va aller jusqu'au tome 7. Et oui, oui. Donc, vous allez pouvoir profiter de cette série à fond en 2022. Alors, je suis désolée, j'ai besoin de me moucher, donc je disparais 2 secondes. Je laisse la parole à Aline et Teddy. Pas de souci. Donc, franchement, Togenanki, c'est une lecture. Moi, je vais juste donner vite fait, pour l'instant, mon avis de ce que j'ai pu lire. C'est une lecture que je trouve déjà qui a des codes que l'on connaît, que l'on a vus, mais qui en même temps dégage vraiment une atmosphère que je trouve captivante, notamment avec ce côté justement sombre qui explique sa présence dans la collection Dark. Et surtout, j'aime beaucoup la créativité de l'auteur en matière de pouvoir, de capacité, et surtout par rapport à l'origine un peu, enfin ce dont il s'est inspiré pour créer l'histoire. Parce que
comme tu l'as dit, ça parle des Oni et Momotaro. Donc ça fait partie un peu, ça s'inspire du conte de Momotaro. Donc je ne sais pas si ça serait intéressant justement d'en parler de cette Ouais, inspiration. ouais, je pensais développer cet aspect-là parce que c'est super intéressant en fait. Mais ça a dû être un point qui, euh, qui t'a donné des mots de tête, Aline, non, par rapport à ces références. Ben, pas tant que ça. En fait, ça devait être le destin, je pense. Mais il se trouve que quand je donnais cours à l'Université de Lille, avec mes élèves, tous les ans, en deuxième année, on travaillait sur le conte de Momotaro parce qu'il y avait un super texte pour les apprenants japonais. Ok, Et donc, oui, je connaissais bien la légende et je l'aime beaucoup. Donc, finalement, je connaissais déjà l'histoire de base ouais. et bah, je peux voir un peu les références, je les sens un peu. Donc, ça pour le moment. Après, on verra par la suite parce qu'il y en aura peut-être des plus corsés. Mais Mhm. pour le moment, ça va. La légende, je maîtrise. Ah ouais, c'est chouette, ça, c'était un Ouais. chouette hasard, effectivement. Ouais, je vois dans le chat des gens qui demandent si c'est la seule série de l'auteur. Eh ben oui, il se fait que c'est la première série de l'auteur, donc il a commencé fort, le gars. Parce que un truc que j'ai pas encore dit, c'est que la série, au départ, elle est passée un tout petit peu inaperçue. Euh, les, les gens s'y sont pas intéressés plus que ça, jusqu'au moment où il y a un influenceur japonais, un TikToker, qui a repéré la série et qui en a parlé dans sa chronique. Et là, ça a explosé parce que c'était un TikToker un peu connu. Et là, c'est en train de prendre des proportions assez faramineuses au Japon. Donc, nous-mêmes, on s'y attendait pas trop. On a chopé la licence et puis après, on a vu que c'était en train de partir, euh, allez, accélérer de façon impressionnante. Et, euh, et donc, c'est chouette pour l'auteur aussi, hein, parce que pour sa première série, c'est top d'avoir ce genre d'engouement, d'engouement inattendu, on va dire. Alors, je vois aussi son du Triangle qui demande des pouvoirs originaux. T'es dit, quand tu disais pouvoirs originaux, peut-être qu'il veut que tu développes un peu plus. Ah, bah, pour ce qui est des pouvoirs originaux, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant la manière dont justement l'auteur a pensé à utiliser cette faculté autour du sang de démon qui est propre aux héros et aux gens qui vont un peu l'entourer justement dans cette agence de Oni. Et surtout, c'est un côté, toujours dans ce côté où on veut partir sur le côté dark, le côté sombre, le côté sanglant, propre justement à ce pouvoir. Voilà, on le voit rien que là, le mentor, dont on parlera peut-être un petit peu après, son pouvoir met en une sorte de forme de parapluie. C'est vraiment, il y a une grande diversité dans l'utilisation de ce sang. C'est pas une seule utilisation possible. Et c'est vraiment propre à chaque personnage. Ouais, ouais, c'est vrai que c'était un des points qui nous avait attirés quand on a repéré la série. C'est, ouais, c'est ça, la créativité qu'il y avait derrière, avec allez, finalement un élément de base commun à tout le monde, de réussir à imaginer des choses aussi diverses. Je trouvais ça très chouette. Effectivement. Et pour développer, bah, par exemple, sur la couverture du tome 1, on voit le héros avec ah, plein de reflets à cause de ma lampe. Pardon, je sais pas comment le mettre. Ah, comme ça. Ah, oui, mais ça s'affiche à l'écran. Merci. Donc, le héros, lui, il arrive à créer des flingues avec, son sang de démon. Et du coup, il va pouvoir bah, tirer des balles avec ses armes. Et en fait, au fil de l'histoire, bon, sans trop spoiler, on va découvrir que c'est vraiment lié à la personnalité de chaque Oni. Ses pouvoirs, la forme que prend le sang de démon une fois qu'il est éveillé, ça dépend vraiment des goûts, du passé, du vécu, parfois des traumatismes de ces personnes. Et du coup, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment intimement lié à la personnalité de chacun. Et le héros, bah,
Lui, c'est un gars au sang chaud qui démarre au quart de tour. Et d'ailleurs, il avait été viré du bahut à cause de ça. Et du coup, bah, lui, c'est combat, armes, je sors des flingues. C'est pas plus compliqué que ça. Alors qu'on voit que le mentor, bah, c'est un petit peu plus développé que ça quand même. Chez lui, où il y a une corrélation entre le sang, la pluie et je ne dirai pas plus que ça. Parce que sinon, ça va devenir du spoil. Au secours. C'est ce qui est chiant avec ces lives édito, c'est qu'il faut essayer de présenter la série, mais sans trop spoiler, et donner envie. Mais J'ai- d'ailleurs, est-ce que, parce que là on a parlé un peu du personnage principal, mais est-ce qu'il y a justement, on peut peut-être s'attarder sur quelques autres personnages qui gravitent un peu autour de lui? Ouais, on peut faire ça. Alors, j'arrête pas d'évoquer le mentor, hein, qui est donc Naito Mudano, qu'on voit sur la couverture du tome 2 qu'on vous a montré tout à l'heure, qui est donc un combattant Oni déjà expérimenté et qui, du coup, est chargé de former les tout nouveaux qui viennent de découvrir leur pouvoir qui sont, du coup, pas encore intégrés dans l'organisation des Oni. Et donc, il fait prof à l'école où sont rassemblés ces jeunes combattants Oni. Euh, il est assez charismatique, ce mentor, je trouve. Il a pas mal de charme, pas seulement visuel. Et même si parfois il peut paraître froid, il montre quand même allez, son implication dans l'éducation de ces jeunes amis. Et du coup, il va vraiment guider le héros et ses camarades de classe. euh, tout en montrant ses compétences dans les combats, hein, parce qu'assez rapidement, il se retrouve dans une situation de conflit contre l'organisation opposée, les Momotaro. Et là, on voit qu'il est sacrément badass, en fait. Et puis ensuite, bah, comme Shiki, le héros, il intègre l'école de formation, bah, il va avoir des camarades de classe. Et on va rapidement voir un rival qui va sortir du lot, qui est donc Jin Kogasaki, le blond hein, de la clique. Bah, lui, c'est le rebelle en puissance, n'est-ce pas? Qui se prend de haut. Lui, c'est déjà tout de la vie. Et le petit nouveau qui débarque et qui sait rien, c'est forcément un gros con qu'il remette à sa place. Et donc, confrontation immédiate entre Shiki et Jin. Donc, et du coup, la relation de ces deux personnages est assez vite elle est mise en place et on comprend quel va être l'équilibre entre ces deux persos. Ensuite, il y a plein d'autres camarades de classe qui apparaissent, mais ça, je vous laisse le plaisir de les découvrir au fur et à mesure. Et puis de l'autre côté, dans le camp adverse, on va voir les Momotaro, dont le premier qu'on va voir débarquer, qui sera Momoya Samidare. Ah, c'est celui-là, hein, Samidare Momoya, Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Et on va voir qu'ils sont bien starbés de l'autre côté. Ils sont bien malsains, bien jetés, mais vraiment. Et, euh, et du coup, ben, avoir un adversaire qui lui manque une vis, c'est assez grisant finalement dans un shonen parce qu'on va se dire, purée, mais il est complètement taré, il a l'air super fort, comment il va faire le héros pour aller affronter cet ennemi? Je sais pas, vous avez pensé quoi, vous, tous les deux, des différents personnages qui apparaissent dans la série? Là, je trouve que les Momotaro, ils sont un peu flippants quand même. Ils Ouais, n'inspirent pas confiance, ils sont agressifs, ils sont sans pitié, un peu sadiques.
mais ça les rend intéressants. Donc oui, forcément, on a hâte de voir un peu la confrontation entre les Oni et les Momotaro et de voir surtout comment ils vont s'en sortir parce que du fait que c'est encore des novices, les Oni, donc on se dit comment ils vont faire s'ils maîtrisent moyennement leur pouvoir et s'ils se font attaquer assez vite. Donc ouais, j'aurais peur à leur place, je serais pas bien. Ouais, c'est clair. Et pour moi, j'aime beaucoup justement cet aspect, et comme le dit un peu Lily-san dans le chat, Momotaro, ça fait tout mignon, difficile de se dire que ce sont les méchants. Et moi, connaissant bien le conte de Momotaro aussi, à la base, Momotaro, c'est une sorte de héros, et là, on nous inverse un peu le point de vue. On nous Ouais, montre vraiment les Momotaro comme des êtres vraiment sans pitié. Bon, mm. comme c'était le cas, qui vraiment mise sur la chasse aux Oni. Mais rien qu'en voyant le tome 2, surtout, on voit vraiment à quel point ça peut aller très loin. Et ça, j'ai Ouais, vraiment beaucoup aimé ce côté un peu rôle inversé où normalement Oni, les démons, c'est censé être un peu méchant, machiavélique, rien au statut. Et ouais, en fait, on se rend compte que pas vraiment. ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Effectivement. Je vois. euh, Alors, je sais pas comment on lit ton pseudo, je suis désolée. Scrog, Scrog, c'est ça? Grog, ouais. Ouais, Scrog. Qui dit que Naito a un faux air de kid de soliteur. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais point de vue personnalité, ça n'a rien à voir, hein. Franchement, rien à voir. Donc, tu vas être surpris quand tu vas lire la série. Euh, je sais pas si je remonte un peu le chat pour voir un peu ce qu'on disait. Je suis contente de l'arrivée de la série en France. Yeah, nous aussi, on est contents. Ah, on a réussi à donner un peu envie, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Après, il y a Oui, beaucoup de questions par rapport à des trucs que vous découvrirez dans le manga. Voilà, on va pas trop en dévoiler, hein. ouais, c'est ça, tout à fait. Bon, et depuis tout à l'heure, on tease hein, avec ce Momotaro. Le conte de Momotaro, c'est quoi finalement? Pour ceux qui connaissent pas, je sais pas si vous dans le chat, vous connaissez ce conte de Momotaro. Ah, personne qui réagit. Ah, si. Non? Oui, De nope, non de non seulement. seulement. Ok. Oui, 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 ah, je il y en peux. a qui connaissent. Ah, Vite c'est fait. équilibré. C'est Ouais, c'est équilibré. vrai. Il y a un peu des deux. Ok. Alors, Momotaro, le conte de Momotaro, c'est vraiment un conte super classique au Japon. Je crois que c'est un des premiers qu'on nous raconte quand on est petit au Japon. Voilà, ça c'est un exemple de livre pour enfants qu'on pourrait avoir avec le conte de Momotaro. Là, je l'ai emprunté à une. Donc, en général, c'est représenté comme ça. C'est tout mini, avec Momotaro, le héros qu'on voit là. Alors, c'est quoi l'histoire de Momotaro? C'est l'histoire d'un garçon. Enfin, non, on commence par un couple un couple âgé qui a jamais eu d'enfant. Et un jour, en vacances à leurs occupations dans la montagne, il y a mamie qui voit arriver une pêche, une énorme pêche qui arrive de l'amont de la rivière et qui descend vers elle. Elle se dit, purée, c'est quoi cette pêche? Elle le prend, il l'ouvre pour la manger et, oh surprise, à l'intérieur, il y avait un bébé. Et comme c'est un couple qui avait jamais réussi à avoir un enfant, ils se disent, c'est un don de Dieu, on nous confie enfin un enfant, ils sont tout contents, ils le recueillent, ils le choient, ils le gardent avec eux. Et le garçon
il montre des compétences assez, enfin, il est assez fort en fait, et assez vite, il devient le plus fort en sumo dans le coin. Sa réputation de super fort combattant se répand dans la région. Et le garçon, bah, il grandit, et un jour qu'il est devenu adolescent, il entend parler de deux Oni, deux démons, qui sèment la terreur dans la région, enfin dans le Japon. Et il se dit, ben, puisque on dit que je suis le plus fort du Japon, je vais aller punir ces méchants démons qui foutent la pagaille et qui font peur aux villageois. Et il part en voyage comme ça en disant, voilà, je vais aller défoncer les Oni. Et les parents, bah, ils s'inquiètent pas trop parce qu'ils voient bien qu'il est super fort et du coup, la grand-mère lui concocte des boulettes qu'il emporte avec lui. Et sur le chemin, il rencontre un chien, un faisan et un singe qui acceptent de l'accompagner pour aller combattre les Oni. Et donc, ils traversent la mer, ils vont sur l'île des Oni, le Onigashima. Ils débarquent. Et comme la réputation de Momotaro l'avait précédé, ben, les Oni, dès que Momotaro arrive sur Onigashima, ils font «Oh merde, il y a Momotaro qui est là, il faut qu'on aille se planquer». Ils vont se planquer dans leur forteresse. Et, sauf que les animaux qui accompagnent Momotaro vont l'aider à passer de l'autre côté de la porte et vaincre les Oni qui sont de l'autre côté. Et Momotaro récupère tous les trésors que les Oni avaient volés des villageois et il ramène tout ça enfin, au pays et il redistribue tous les trésors aux gens, aux propriétaires d'origine. Et voilà. Ça, c'est la belle histoire de Momotaro. Et donc, ça, c'est la version qu'on nous raconte quand on est petit. Et, sauf que, en fait, au Japon, depuis toujours, il existe des gens, enfin pas depuis toujours, euh, il existe des gens qui disent, mais en fait, ce conte, il est un peu bizarre. Parce que finalement, Momotaro, de quel droit il va taper les démons, les Oni comme ça, et qu'est-ce qu'ils ont fait finalement, ces Oni, pour devoir être punis de façon aussi radicale que ce que Momotaro a l'air de vouloir faire. Et du coup, il y a tout un courant enfin, allez, des auteurs, des écrivains, des gens qui analysent les contes et légendes du Japon, qui se demandent si finalement, en fait, Momotaro, est-ce que ce serait pas le méchant de l'histoire? Et il y a même eu, en 1924, l'écrivain Ryunosuke Akutagawa. Je ne sais pas si vous connaissez dans le chat, c'est un grand écrivain japonais qui, chez nous, serait sans doute le plus connu avec Rashomon, le fameux Rashomon qui a été adapté par Kurosawa. Bah, c'est l'écrivain qui a écrit cette histoire. Eh ben lui, il a écrit une version de Momotaro où justement il a représenté Momotaro comme un personnage ambitieux, mais qui est cupide, autoritaire et méprisant envers tous ceux qui sont autour de lui. Et lui, sa raison pour aller sur Onigashima et taper Léonie, c'est j'ai pas envie de bosser comme mes vieux parents là, j'ai envie de vite devenir riche. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des Oni qui ont volé des trésors. Ah bah, je vais aller les taper, hein. Et, euh, et donc, Akutagawa, il a écrit une version de Momotaro où le Momotaro, en fait, c'est juste un trou-duc euh, qui débarque chez les Oni, qui ont rien demandé. Ils vivaient leur vie tout simplement sans embêter personne. Ils étaient assez... allez, c'était comme un paradis sur Terre, leur île, parce ils vivaient en autarcie, ça se passait bien, et du coup, ils avaient de la richesse. Ils,
enfin, je vais bien, quoi. Et du coup, et là, il y a Momotaro qui débarque et qui fout le bordel et qui se barre avec le trésor des Oni. Et donc, voilà, c'est quand même une interprétation du conte qui existe. Et je me suis demandé, en fait, quand je me suis renseignée, du coup, sur ce conte de Momotaro, si l'auteur de Toganki, il n'était pas tombé sur cette version d'Aktagawa de Momotaro, et qu'il se serait peut-être inspiré de cette version-là pour développer son histoire à lui, euh, où finalement, effectivement, on inverse un peu le schéma d'origine du conte pour, euh, pour se demander si finalement le comportement, la décision de Momotaro d'aller combattre Léonie, est-ce qu'elle était légitime ou pas, si c'était pas la version du vainqueur finalement qu'on racontait aujourd'hui. Vous en pensez quoi? Ben, pour la petite anecdote, j'avais un peu cherché aussi, et il me semble, j'avais lu dans une interview qu'au départ, il avait fait son histoire du point de vue des Momotaro. Donc que enfin, Shiki, je suppose que c'était encore lui le héros, il aurait été dans l'autre camp en fait. Donc c'était bien les Momotaro, les gentils. Et je crois que quelqu'un, je ne sais plus exactement ce qu'on lui a dit, mais il me semble que quelqu'un lui a fait une remarque en disant que c'était pas très original ou quelque chose comme ça. Et du coup, il s'est dit, bah tiens, je vais inverser. Donc finalement, je pense qu'il était peut-être partisan de la version où Momotaro est un gentil au départ. Ah oui, D'accord. ok. Mais finalement, je trouve qu'il a bien fait d'inverser, franchement. Je trouve aussi. Ouais, 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 ça apporte une originalité, ça apporte un autre point de vue assez différent et même on voit quand même que Momotaro c'est un conte qui inspire énormément de d'œuvres. Il y a beaucoup d'œuvres qui l'utilisent et il y a plusieurs œuvres qui ont essayé aussi de traiter ce point de vue un peu différent pour montrer que peut-être que Léonie, même si ce sont des démons, c'est pas forcément peut-être eux la forme ultime de méchanceté, de d'adversaire en fait. Donc, je ouais. trouve ça très intéressant que Tougen Anki ait décidé de partir sur cette voie-là pour bousculer un peu les codes et surtout changer un peu cette vision qu'on peut avoir de base du conte de Momotaro. Ouais, ouais. Effectivement, je trouve aussi. Parce que du coup, c'est vrai que le comportement des personnages de chacun des camps soulève effectivement cette question de oui, mais pourquoi on se fait taper dessus? C'est juste parce qu'on est Léonie et pourquoi vous, les Momotaro, vous voulez absolument taper sur Léonie et pourquoi vous êtes si allez, impitoyable avec nous et du coup, je trouve que ça soulève aussi la question de finalement bah, ça devient un peu grand comme histoire, mais les guerres. Quand on va chercher la source de la source, est-ce que finalement on peut dire que c'est justifié? Enfin, c'est des débats qui peuvent devenir houleuses, mais C'est Non, mais c'est tout à fait vrai, je comprends tout à fait l'intérêt. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça amène aussi la question de une haine qui dure sur plusieurs générations, qui ouais, voilà sera à l'origine de Momotaro. Et les Oni, on va dire maintenant, puisque ça se passe dans une époque contemporaine, qui n'ont rien à voir peut-être justement avec ce qui s'est passé à l'époque, continuent un peu d'être traqués, chassés et vice-versa. Ça crée voilà ce conflit éternel entre les deux camps qui date en fait de plusieurs siècles, alors que peut-être que ça ne devrait plus être le cas. ouais, effectivement. Une réalité que l'on peut trouver dans certains titres. J'étais peine en tête. Ouais, effectivement. Ouais, ouais, c'est vraiment chouette d'avoir un shonen comme ça qui est pas juste de la baston, où derrière il y a moyen de soulever des réflexions, des débats, de se poser des questions sur les actes des uns et des autres. Effectivement, je pense aussi que TPM, il a eu du succès aussi grâce à ça.
Pardon, je vais boire. Alors, je remonte un peu le chat. Oui, donc est-ce que c'est Togen Anki ou Togen Anki? Ah ah, la grande question. Oui, parce que je pense que vous avez remarqué, nous, on a fait le choix donc d'écrire Togen Anki, T-O, accent circonflexe, et pas T-O-U, comme c'est écrit sur la jaquette d'origine, en fait. C'est écrit, je ne sais pas si on voit, hop, Togen Anki. Et est-ce que, Aline, tu peux expliquer ce choix ou Pour l'accent circonflexe? Ouais, l'accent circonflexe. Oh, euh, à vrai dire, je sais pas s'il y a une vraie explication. Je pense que la plupart du temps, quand on retranscrit le japonais, on met plutôt l'accent pour peut-être une question de prononciation. Enfin, je pense qu'on sait que bah, ça fait un O prolongé. Si on met le U, ça peut perturber, à moins de connaître peut-être un peu le japonais. Donc, je pense que c'est Une surtout pour question. ça, vraiment pour la prononciation, peut-être. Ouais, ouais, c'est ça. On a voulu, parce qu'en fait, en écrivant T-O-U, quand on est francophone, on est plus tenté de prononcer tout, Togenanki, que Togenanki. Et donc, on s'est dit pour en fait vous inciter à le prononcer de la bonne façon, on va choisir finalement la retranscription, des règles, de suivre une des règles de retranscription de japonais. Je crois que ça respecte la règle Hepburn, non? Avec le circonflexe. Ah, je connais plus le nom. Bah, il y a l'accent circonflexe ou le Macron là, Ouais, mais donc les noms, dans ça, ça me dépasse. voilà. Du coup, en fait, chez Cana, on a voulu faire les puristes en, en essayant de coller à la prononciation phonétique, donc à l'oreille comment ça sonne, plutôt que ce qu'avaient choisi d'écrire les Japonais, pour que vous, francophones, enfin nous, francophones, nous puissions prononcer ce titre de la bonne manière. Et pourquoi on n'a pas choisi de traduire ce titre en anglais ou en français? Bah, c'est simplement parce que on s'est dit qu'il y avait beaucoup d'interprétations possibles de, de ce, de ce titre-là, Togananki. Je ne sais pas si Aline, tu peux m'aider à expliquer un peu les éléments d'infos Alors, qui sont contenus dans ce ouais, c'était assez compliqué, titre. et ça reste très approximatif. Je pense que bah, comme le japonais est une langue très contextuelle, à mon avis, il y a peut-être des éléments même qui vont se révéler à la fin de la série. On va se dire, ah, mais oui, c'était ça. Mais bon, après, si j'ai bien compris, Togen, ce serait une sorte de Shangri-La, de paradis sur Terre. Et le Anki, c'est une espèce de peur irrationnelle de quelque chose. On est persuadé que ça existe, mais ça n'existe pas et on a vraiment cette peur en soi. Donc, je ne sais pas si ça pourrait être la peur d'un paradis sur Terre qui pourrait montrer que le conflit continue. Disons que ce qui est intéressant dans le titre japonais au niveau des idéogrammes, c'est que le premier, le To de Togen, c'est l'idéogramme de Momo, donc, qui est la pêche, c'est le même idéogramme que dans le nom Momotaro. Et le dernier, c'est l'idéogramme de Oni, du démon. Donc, il y a un peu les deux côtés qui s'opposent aussi. Et voilà, donc c'est un titre difficilement traduisible. Et le risque en choisissant de traduire ce genre de titre, c'est bah, de se rendre compte plus tard qu'on est à côté de la plaque, en fait. Donc voilà, c'est un pari risqué. Ouais, voilà. Et on s'est dit que ce mot Togenanki aussi avait un côté un peu mystique. On se demande un peu ce que ça peut bien vouloir dire. Ça fait un peu. Enfin, ça suscite la curiosité. Et donc, on se dit, bah,
puisque c'est un peu risqué de choisir un sens de façon arbitraire, ben, restons avec ce titre japonais. Et on a préféré ajouter un petit sous-titre, La légende du sang maudit, qui en dit beaucoup et pas grand-chose à la fois. Et donc voilà, effectivement, c'est un choix édito qu'on a fait pour le coup. Mais bon, j'espère que vous adhérez, que vous serez d'accord de parler de ce titre en l'appelant Togen Anki. Voilà. Et je ne sais pas si Aline, tu as rencontré d'autres problèmes dans la traduction de ce titre en particulier. Alors, il y a toujours des difficultés, quelle que soit la série ou le titre, de toute façon, ça comporte toujours son lot de difficultés. On va dire que ce qui est assez typique du shonen, c'est les attaques, les noms d'attaques. Et les Japonais sont très créatifs avec ça, d'autant qu'ils peuvent jouer sur les kanji qui se prononcent de la même façon, mais qui ont une signification différente, etc. Donc, ils peuvent vraiment donner beaucoup de sens en très peu de caractères, en fait. Ouais. Donc, en français, il faut essayer de faire le tri dans les éléments qui sont très importants, ceux dont on se fiche un peu, parce que sinon, on se retrouve très vite avec des noms qui prennent deux lignes, ou enfin, c'est impossible. Et bah oui, ici, dans ce titre, il y a c'est pas vraiment le nom d'attaque, mais la formule un peu qu'ils disent quand ils doivent libérer leur sang avant de se battre. Et là, c'était un peu corsé parce que justement, il y avait une notion qui était ajoutée avec un idéogramme. Donc, j'ai beaucoup réfléchi, j'avais plusieurs idées. Il y en a qui me plaisaient bien, mais finalement, à l'application, ça sonnait moins bien. Donc j'en ai parlé avec Elodie qui s'occupe du titre aux éditions Cana. Et après plusieurs échanges, mais je pense qu'elle t'avait transféré aussi le Ouais, mail avec ouais, on en a les premières longuement propositions, tout ça. discuté. Ouais. Donc voilà, j'ai eu des retours, après j'ai réfléchi, je pense que j'ai un peu embêté, j'ai embêté mon compagnon, j'ai embêté des amis, j'ai essayé de faire plein de suppositions, mais voilà, ça c'est vraiment le genre de termes sur lesquels on peut buter, mais Mhm. parfois pour une page, bah, on bute pendant plusieurs jours, donc on se dit bah tant pis, on laisse de côté, je continue à réfléchir, voilà, c'est celui-là. Keshoku Kaiho. Voilà. Ouais. C'était assez prise de tête. Finalement, je suis assez satisfaite. Bah, je sais pas si je peux dire ce qu'on a choisi ou pas. Ouais, hein, vas-y, vas-y. On a choisi hémocorrosion. Parce qu'en fait, c'était l'idée vraiment de libérer le sang. Et à la fois, il y avait cette notion que le sang est corrosif, qui peut. Il y avait le kanji de mushibamu, en fait, qui est rongé, dévoré. Et à la fois, je pense que ça peut ronger bah, la personne à qui on s'attaque. Et à la fois l'utilisateur. Parce que je pense qu'on le montre assez bien au début. Bah, forcément, comme tout pouvoir, quand on ne le maîtrise pas, ça peut faire des dégâts. Donc, le corrosif, il marche dans les deux sens, donc il fallait essayer de le rendre. On était parti sur plusieurs choses. Il y avait les hématoxines, voilà, il y avait plusieurs choses en stock et on a gardé hémocorrosion parce Ouais. qu'après, il faut que ça sonne bien, il faut que ce soit pas trop long, il faut que Ouais. ça n'existe pas déjà quelque part dans un dictionnaire quelconque. Ou dans Donc un voilà, autre manga. voilà aussi. Ouais. Et en même temps, il faut que ce soit un peu percutant ou que ce soit un terme qui se retienne. Par exemple, si maintenant, bah après, on dit hémocorrosion, bah on sait, on se dit, ah tiens, ça c'est Togenanki. Ouais. Donc, comme Là, le Bankai dans Bleach ou autre, enfin, il y a ouais. C'est des Karasi termes qui qu'on dit retient comme ça. que ça sonne bien, donc c'est déjà bien. On Ah, en a un un qui bon est point. conquis. Et merci pour Depcron pour ton raid. Salut. Apparemment, il te connaît, Esprit Otaku? Oui, oui, je le connais, créateur de contenu très intéressant aussi. Ah, cool. Merci beaucoup. Ravi de te voir, Depron. Hello. Ouais, et donc, ouais, pour ceux qui viennent d'arriver, donc on est en train de parler d'un titre qui va sortir en février chez Kana, février 2022 chez Kana, donc Togen Anki, écrit T-O-U-G-N en japonais, mais qu'on a choisi d'écrire T-O circonflexe G-N pour chez Kana. Donc, Togen Anki, un shonen sanglant,
euh, de la baston bien, comment on peut dire ça? Aidez-moi à trouver un qualificatif. Ben, bien sanglant. Hardcore. Franchement, c'est le terme qui colle le mieux à ça. Parce Ouais, que dedans, s'il n'y a pas une bataille où il n'y a pas du sang, là-dedans, c'est c'est impossible. ouais, c'est clair. Ah, voilà. Et Alors, moi, je voulais justement rebondir sur ça, Aline, justement par rapport à tous les faits de traduction. Donc, en fait, l'une des plus grosses difficultés, c'est tout ce qui est surtout aussi adaptation, en fait. C'est, c'est ça pour que ça colle en même temps au public français sans pour autant dénaturer ou en tout cas trop changer la vision de l'auteur. Ouais, en partie. Enfin, l'adaptation, c'est vrai que c'est un gros travail. D'autant que, bah, surtout en japonais, avec les kanji, ils peuvent faire enfin, compiler un peu pour que ce soit très court. Et en français, ça devient très long. Donc, il y a des moments où on est obligé d'abréger ou d'essayer de jouer sur les mots, la taille des mots en français, les mots qui sont plus courts que d'autres, etc. Mais il faut que ça sonne bien en français, il faut que ça évoque quelque chose. Donc, ouais, l'adaptation, c'est un des challenges. puis surtout, d'essayer de tenir dans les bulles, ça doit pas être évident. Bah, étonnamment, c'est pas le plus compliqué. Parfois, on voit parce que bah, il arrive que les Japonais fassent des bulles vraiment très verticales en fait et très étroites. Donc là, c'est compliqué. Mais la plupart du temps, ça va quand même. Il y a de temps en temps, il faut se dire bon là, la zone elle est assez courte, donc faut faire attention. Mais c'est pas, franchement, c'est pas le plus gros problème. D'accord? Et moi, j'avais juste une autre question aussi par rapport à la traduction, par rapport au travail que tu fais, Aline. Quand ça s'inspire justement de contes un peu comme ça, d'éléments très culturels, donc est-ce que justement tu fais aussi beaucoup de travail de recherche pour essayer de bien cerner de quoi ça parle à côté pour après peut-être t'en inspirer dans la traduction? Alors ça, je pense que c'est quand même capital parce que bah, on s'en rend vite compte en fait parce qu'au début, si on veut se dire bah voilà, j'en connais assez, j'ai pas besoin, mais comprendre. Donc quand on lit le texte en japonais, le comprendre, c'est une chose, mais le retranscrire et réexpliquer, donc il faut pour faire comprendre aux autres, il faut vraiment être sûr de le comprendre vraiment très bien parce que sinon on peut pas le réécrire de manière fluide et très compréhensible. Donc, c'est sûr qu'il faut faire beaucoup de recherches et parfois on oublie d'en tenir compte. Donc, quand je fais mon planning, je me dis, bah voilà, autant de temps, tel jour. Et après, bah, il y a un élément où je dois faire des recherches qui n'étaient pas spécialement prévues. Alors, parfois, ça va assez vite et parfois, malgré tout ce qu'on peut trouver sur Internet, il y a des choses qui sont bah, pas introuvable, mais vraiment difficile à trouver. Donc, on peut passer facilement toute une après-midi pour chercher une chose, pour juste un petit passage de traduction. Mais oui, la recherche, c'est capital. Alors, je vois que Bénef s'impatiente pour la deuxième annonce. Ça arrive, ça arrive. Mais pour une fois qu'on a une traductrice avec nous, on a quand même envie de lui poser plein de questions, n'est-ce pas? D'ailleurs, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas, hein. Et je voyais Édition Cana, quelle est votre police de texte? Ah oui, mais ça, c'est une question à poser au lettreur, par contre. Et c'est une police, en fait, qui appartient à notre lettreur, Eric Montesinos. Donc, je ne sais pas exactement comment elle s'appelle, cette police. Mais c'est une police, comment on peut dire, propriétaire de notre lettreur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à notre traductrice? N'hésitez pas si vous avez quelque chose que vous avez toujours rêvé de demander à quelqu'un qui traduit des mangas. Alors, au Alors, niveau du... Oui, vas-y, vas-y. petite question pour Aline, au niveau des planches, quand il y a des petits textes, genre des listes, comme on voit dans l'une des planches, vous les traduisez aussi? Alors, techniquement, oui, on est censé traduire. Après, ça dépend des maisons d'édition. Il y en a qui disent on traduit tout ce qu'on peut. Et il y en a qui disent on trie un peu en fonction de si c'est important pour l'histoire ou pas. Mais oui, chez Cana notamment, il faut tout traduire, donc tout est numéroté, parfois en tout petit.
Et parfois, ça reste illisible. Moi, j'ai déjà testé avec la loupe, tout. Mais parfois, c'est illisible. Donc, on note simplement, voilà, là, ça reste illisible, on ne peut pas. Mais ouais, tous les petites enseignes, les panneaux, les stands dans les festivals, etc., techniquement, on doit en traduire le plus possible. Alors, les prénoms ont-ils des significations? Ah, ah, ah. Il y en a. Euh, Par exemple, Mudano Naito. Avec les kanji, c'est littéralement quelqu'un qui ne perd jamais son temps, qui fait aucun effort superflu, et ça colle plutôt bien avec sa personnalité, voilà. Après, oui, il y en a un ou deux autres. Après, il y en a peut-être que j'ai pas percuté le sens, mais il y en a un qui s'appelle Ikari, c'est la colère. Je pense que ça peut se voir dans son tempérament aussi. Donc ça arrive, c'est peut-être pas toujours le cas et peut-être que les auteurs le font quand il y a un personnage qui a vraiment un trait de caractère très très marqué. Peut-être qu'ils jouent là-dessus, mais ça arrive assez souvent dans beaucoup de séries en fait. Ouais, mais malheureusement, ça c'est justement la partie qui est quasi impossible à rendre dans la traduction parce que Ouais, ça ouais, souvent ça. les prénoms on le perd malheureusement. Hmm. Ah, du coup, je me suis déjà fait la réflexion que ce serait intéressant de faire des articles soit sur notre site ou alors d'ajouter des pages ou quand il y a un sens Pour dans expliquer, les oui. noms, de pouvoir les expliquer. Parce que moi, je me souviens par exemple que j'ai été un peu frustrée avec l'émission Les Akola Family où dans les noms de chaque membre de famille, il y a un chiffre. Et du coup, grâce à ça, en japonais, on sait si c'est le cadet ou l'aîné. Ouais. Et ça, c'est perdu dans le français, malheureusement. Et ça, je trouvais ça un peu dommage aussi. Ouais, après Alors, ça, j'ai pu jouer là-dessus justement sur Shy parce que les personnages oui. avaient des noms un peu inventés dans le groupe des méchants, des noms qui avaient été donnés par un enfant à des enfants, etc., et qui avaient vraiment du sens. Donc ça, on avait débattu aussi avec Elodie, c'est aussi elle qui s'occupe de cette série. Et finalement, moi, je préférais les traduire parce que c'était plus percutant, ça restait dans l'univers un peu enfantin des méchants. Donc ça, on les avait traduits. Et j'avoue que c'est un casse-tête en plus, forcément. Mais c'est plutôt sympa de réfléchir à ce genre de choses. Donc j'ai bien aimé. C'est vrai que c'était rigolo. Alors, je vois qu'il y a plein de questions, mais on va peut-être se limiter à encore peut-être deux questions. Je vois qu'il y en a une qui revient, c'est combien de temps ça prend de faire une traduction d'un manga? Alors ça dépend des traducteurs, ça dépend du manga en lui-même. Et je pense que ça dépend un peu aussi du niveau de concentration sur le moment. Mais moi, de manière générale, je me prends une semaine en mode pas 8 heures full par jour, mais je travaille bien dessus la matinée. Après l'après-midi, je réfléchis, je vois si j'ai des choses à changer, je retravaille un peu le chapitre. En général, je scinde un peu par chapitre. Donc, comme il y a 4 ou 5 chapitres par jour, je peux m'arranger pour faire un chapitre par jour ou deux parfois, parce qu'il y en a qui vont très vite. Mais en général, ça. Puis après, je laisse passer, dans la mesure du possible, je laisse passer quelques jours. Et puis, je fais une relecture finale pour dire de ne pas revenir dessus quand j'ai encore mon texte tout frais en mémoire, parce que sinon, je ne vois rien qui cloche. Mais donc, ouais, le but, c'est d'espacer un peu, de relire, de retravailler avant de l'envoyer pour relecture. Alors, j'ai du mal à choisir une deuxième question parce qu'il y a plein de questions qui sont super intéressantes. Ouais, très Du coup, intéressant. ouais, du coup, je sais pas, Teddy, laquelle tu prendrais Il y a une question que je trouve intéressante, c'est par rapport à ce que dit Luchisco TV. En général, dans les mangas chez Akita Shonen, il y a beaucoup d'argot, sachant le héros est très jeune. Est-ce que c'était compliqué d'adapter ça? En fait, il faut essayer d'adapter quand on lit une première fois le manga. C'est vrai qu'en japonais, ils ont toujours, il y a ce qu'on appelle les yakuwarigo ou kyarago, ce qui sont des particules finales ou des petits éléments dans la phrase qui montrent un peu la personnalité du personnage. Donc,
lors d'une première lecture, normalement, on peut s'imprégner un peu du caractère. Alors, en français, on peut le rendre, pas toujours, enfin, pas du tout de la même manière qu'en japonais, mais il y a moyen de jouer sur le vocabulaire, un peu sur les tournures de phrases, si on est un peu plus poli, si on est vraiment décontracté, voire un peu agressif ou ce genre de choses. Après, il peut y avoir les accents, ça c'est terrible parce que les accents, il faut essayer de trouver quelque chose en français. Et si c'est un petit accent passe-partout qui ne mérite pas qu'on fasse parler en français comme un bouseux ou comme quelqu'un de Marseille ou je sais pas, parfois là, enfin, c'est plus difficile à retranscrire. Mais quand c'est des jeunes qui parlent, des gens un peu colériques, là, typiquement, dans Togenanki, pardon, le héros, il est très impulsif, il parle pas toujours bien. Il y en a plusieurs des personnages qui parlent pas toujours bien. Donc voilà, c'est plus décontracté. Au lieu de je ne veux pas, on dit je veux pas ou ce genre de choses. Après, il faut pas en abuser non plus. Mais on peut retranscrire comme ça les façons de parler, les tics de langage, parfois les mots d'argot, chercher un peu. Mais faut s'adapter aussi un peu au vocabulaire et chercher des mots qui ne vieillissent pas trop. Ouais. Genre, je vais pas mettre ça fait trop zarbi ou plus personne dit ça. Enfin, des mots qui sont très présents dans la langue à un moment donné, dans le temps, et qui, l'année d'après, n'ont plus aucun sens ou sont plus du tout utilisés de la même manière parce que ça, le manga peut très mal vieillir. Mm. Ouais, effectivement, ça c'est le genre de choses auxquelles on pense pas quand on fait pas le travail de traducteur. Donc ouais, c'est super intéressant. Et je vois Haliko qui dit faudrait qu'on fasse un live FAQ avec des traducteurs, mais effectivement, on a pensé à faire ça et je pense qu'on va vraiment le faire parce que en t'entendant parler, Aline, on se dit que c'est vraiment super intéressant le travail que tu fais. Donc on va se noter ça. On va programmer ça, un de ces quatre, parce que je pense que ça peut être vraiment chouette. Bon, je crois qu'on a un petit peu fait le tour hein, de Togenanki. Euh, donc, premier titre que nous avons présenté ce soir, Togen Anki, un shonen de chez Akita Shoten qui va débarquer en février 2022. Et vous aurez la chance de découvrir les tomes 1 et 2 en même temps. Et on vous a concocté aussi une édition collector pour ces tomes 1 et 2. Et donc, parmi les personnes qui participent au chat ce soir, il y aura peut-être quelqu'un qui pourra repartir avec cette collector. Mais en tout cas, on va tirer au sort 5 personnes qui gagneront les tomes 1 de cette série qu'on aime beaucoup chez Kana et qu'on est content de pouvoir vous proposer. Voilà, voilà. Alors, la seconde révélation. Ta-da-da. Le fameux moment. Le fameux moment que attendait si impatiemment. Je ne sais pas s'il est encore là, Benez. Ça y est, on va l'annoncer. Il est peut-être parti manger. Euh, Alors, c'est un peu dans un autre registre, hein. Quoique, on reste dans quelque chose de dark, de sombre. Euh, Ça va être un titre seinen cette fois, roulement de tambour, qui va arriver donc en janvier. Donc en fait, il va sortir avant Togenanki, en fait. Non, désolé, c'est pas de l'amour. L'amour, ça va arriver aussi. Parce que comme vous savez, Kana, on est généraliste, donc on aime bien proposer des titres très éclectiques pendant l'année. Donc l'amour, ça va arriver. Du drame, oui, il y a du drame. Alors c'est... Qui sait lire? La fille vache. Euh, alors c'est Nibiro no Caméléon en japonais. Euh, Ils ont mis un titre en anglais sur la couverture, The Chameleon of Nibiru. Ça ne nous avance pas plus. Euh, et donc, c'est un... Est-ce que je peux dire que c'est un polar? Oui, c'est un polar. C'est un polar qu'on va proposer pour ceux qui, pendant les longues nuits d'hiver, ont envie d'un peu frissonner en lisant un manga. Alors, de quoi ça parle, Nibiru no Caméléon?
C'est une histoire qui se déroule à la fin des années 80, début des années 90 au Japon, à Tokyo. Donc, pour ceux qui savent un peu, qui connaissent un peu l'histoire du Japon, c'est en plein pendant la bulle économique au Japon. Donc, la croissance économique incroyable, les gens sont de plus en plus, allez, opulents, ils ont du temps à consacrer pour du loisir. Du coup, c'est le boom des boîtes de nuit. Point de vue vestimentaire aussi, c'était une époque assez particulière où on voyait les filles s'habiller dans des couleurs bien peps, avec des tailleurs à épaulettes, et on voyait ce genre de boîte de nuit fleurir au Japon à cette époque-là. Et dans ce contexte insouciant, on va découvrir ce personnage qui est en couverture, qui est en fait un tueur en série euh, qui appartient à la mafia taïwanaise, qui est installée à Tokyo. Et il a une particularité, ce personnage, parce que assez rapidement, et là c'est pas du spoil, hein, parce que c'est vraiment très très rapidement qu'on le découvre. Ne vous inquiétez pas, je vous raconte pas le tome 1 en entier. En fait, c'est un tueur travesti. Et il se déguise en femme pour une raison très particulière qu'on va découvrir au fil de l'histoire. C'est vraiment pas gratuit s'il se déguise. Et ce tueur, il a un objectif très précis, c'est retrouver l'assassin de sa famille, parce que sa famille a été décimée par un tueur en série quand il était gamin. Et le seul souvenir qu'il a de ce massacre, c'est un tatouage. Et hop, attendez, je vais vous remontrer la page là. J'aurais pas dû fermer. Est-ce que tu as la planche? Ah voilà. Non, c'est pas celle-là. Hop. Je sais pas si vous voyez le tatouage qu'il a sur son torse. En fait, c'est ce tatouage qu'il a vu sur le corps de l'assassin. Et c'est son seul indice pour identifier ce meurtrier. Et donc, il veut se venger, il veut retrouver ce tueur. Et il s'est dit, la meilleure façon de trouver un criminel, c'est finalement de se trouver dans ce milieu du crime où les informations sur les autres criminels arrivent plus facilement. Et c'est comme ça qu'il a intégré la mafia et qu'il a commencé à chercher désespérément cet homme. Et dès qu'il entend parler d'une personne qui a un tatouage de fleurs, il prend le contrat et il fonce et tête baissée. Et bon, d'expérience, il a pu remarquer que son apparence androgyne lui permettait de piéger en fait les cibles qu'il avait, de les leurrer et de les éliminer d'autant plus facilement. Et donc il profite aussi de son apparence pour exercer son métier. Et ce personnage donc de Yu, j'ai pas prononcé son nom, mais voilà, il s'appelle Yu. Il est entouré de personnages très haut en couleur, euh, qui, euh, qui est la fille indique. Euh, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Si, si à la technique tu as une planche où on la voit, je veux bien. Sinon, je check. Bon, je trouve pas le nom. Hop, hop, une, euh, une acolyte indique qui est complètement amoureuse de lui, mais amoureuse de lui en mode groupie. Du coup, elle le fait chier à chaque fois qu'il la croise, mais en même temps, il a besoin de travailler avec elle, donc il se la coltine un peu à contre-cœur. Et à ah ouais, voilà. Genre, il est en train de manger à la cantine et puis elle débarque avec un appareil photo en mode T'es trop mignon quand tu manges, il faut que je prenne des photos. Euh, Son boss, voilà, Wang, qui est
qui fait partie des dirigeants de la mafia dont il fait partie. Et puis après, on voit d'autres assassins qui apparaissent aussi, qui sont bien badass. Hop. Voilà. Et donc, on a une galerie de personnages très sympa. Et alors, ce qui est sympa, c'est que, oui, voilà, je vois que dans le chat, vous en parlez, c'est une série courte qui est finie en 4 tomes. Et on va effectivement les sortir tous les quatre pendant 2022. Donc, vous allez avoir l'occasion de binge-reader cette série en fin d'année, si vous voulez. Mais donc, on va proposer tome 1 janvier, tome 2 avril, tome 3 juillet et le dernier en octobre. Voilà, une série courte, bien savoureuse, bien intense, sombre, sanglant aussi. Et voilà, j'ai fait un long monologue. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire, Ali, David. Pas spécialement. À vrai dire, je connaissais pas ce titre, donc j'ai découvert quand on m'a, enfin, avec les échanges de mails pour le live. Donc j'ai cherché un peu sur Internet et bah, ça me branche plutôt. Donc je pense que je vais me laisser tenter par ce titre en 2022, mais je connaissais pas, donc je vais tout découvrir. Ouais, et pareil pour moi, je suis très intrigué, rien que déjà par le contexte proposé. euh, Ça marche toujours bien pour moi, en tout cas les questions un peu polar, quête de vengeance et tout. Je suis très intrigué de voir, je comprends même mieux le mot caméléon suite à ce Ouais, synopsis. Et je trouve en plus que les dessins ont vraiment un sacré charme. En ouais, plus, c'est une série courte, donc ça peut être très intense, bien condensé en 4 volumes, ouais, ce que je pense ça peut très bien convenir à ce genre de récit. ouais. Effectivement, c'est vraiment ça qui nous a plu, le dessin, le côté intense en 4 volumes qui fait vraiment, qui donne l'impression du coup que c'est un bon film de 2 heures qu'on qu'on dévore. Alors, je vois des gens qui posent la question de si on a allez, des maquettes de couverture pour cette série aussi. Alors, malheureusement, ça n'a pas encore été approuvé, donc je ne peux pas vous les montrer. Euh, mais on avait pensé à une modification de couleur. Et je ne sais pas, parfois ça vous crispe quand on change la couleur de fond. Et du coup, je, 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 je- je redoute un peu la réaction de la communauté pour la modification de la maquette. Mais en gros, on veut mettre un fond noir, mais c'est parce qu'on a choisi un logo titre qui ressort mieux, qui est beaucoup plus impactant avec un fond noir. Et on a voulu aussi. On trouvait en fait cette série qu'il y avait vraiment une ambiance Tarantino dans la série. Dans l'ambiance, le sujet, le côté pulp et trash à la fois. Et donc, on a voulu rendre ce côté Tarantino dans la maquette aussi. Donc, oui, par pitié, arrêtez de modifier les courbes. Bah, euh, voilà, euh, je sais que ça vous crispe, mais alors, si on fait parfois des modifs de couverture, c'est souvent parce que pour nous, les fans de manga, Euh, je comprends tout à fait que vous ayez envie d'avoir la couve d'origine, qui sont souvent superbes. Parfois, il y a des ratés quand même, hein, faut l'avouer. De temps en temps, on voit des couvertures japonaises où on se dit, ah, j'aurais pas fait ça comme ça. Mais, mais en fait, on fait le choix de modifier certaines couvertures parce qu'on pense en fait aux lecteurs qui sont pas forcément des fans hardcore de manga et qui risque de mal interpréter le- la thématique et le genre de la série à cause de la couverture. Et donc, on se dit, pour essayer de séduire un maximum de personnes,
que c'est peut-être mieux d'intégrer des codes plus évidents pour nous, occidentaux. Enfin, quand je dis nous, c'est bizarre parce que j'ai une tête de japonaise, mais vous, occidentaux. Euh, et c'est pour ça qu'on fait parfois des grosses modifications de couve. Et je sais que dans certains cas, ça vous plaît vraiment pas parce que c'est vraiment très différent de ce que des Lily d'origine. Et je peux comprendre que ça vous frustre. On aimerait bien trouver des compromis pour pouvoir satisfaire tout le monde. On est encore en train de chercher. Euh, et, et donc, c'est toujours cornélien pour nous de devoir faire le choix, de se demander si ça peut passer ou pas. Et, euh, et voilà, donc si on se fait taper dessus, après on assume et on dit pardon. Mais il y en a qui disent que nos choix de maquette étaient bien. Cat Street, la couve FR est meilleure que la couve japonaise. Bah merci, Roken. Merci. L'anthologie Lupin est très jolie. Oui, elle est belle, hein. J'aime bien cette idée que le graphiste a eue de mettre Lupin en entier sur la couverture. C'était une idée de génie. On a adoré quand on a vu la proposition. Mais ouais, voilà. Ici, on a voulu rendre le côté dark de la série, mais surtout le côté Tarantino de la série. Donc, j'espère que la maquette vous plaira. J'espère aussi que les Japonais vont aimer, parce que bon, si les Japonais aiment pas, on pourra pas, hein. Donc, donc voilà. Voilà, voilà. Euh, euh, je sais pas, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ces histoires de couverture? Ah oui, c'est vrai. Non, il y a un truc que j'ai oublié de dire. Alors, comme nous aussi, on aime beaucoup le dessin de cette série qu'on trouve super chouette, on a décidé d'agrandir le format, en fait, de ce manga, qui sera... Alors, je crois que ça va être un peu de cette taille-là. Ouais, je crois que ça va être un peu plus grand, comme ça. On va agrandir de 10%, 15%, 10%, voilà, pour que vous puissiez profiter un peu mieux de ce magnifique dessin. Et hop, j'arrive pas à mettre le bouquet. Et donc, j'espère que ça vous plaira. Voilà. Donc, je sais pas, par rapport à ces choix de maquettes, vous avez déjà eu des choses à penser, à dire par rapport aux choix qu'on fait, nous, éditeurs francophones. Moi, Un à vaste vrai dire, débat. j'ai pas trop à me plaindre. Moi, je suis toujours satisfaite. Après, je suis peut-être très bon public, mais moi, je suis souvent satisfaite des couvertures. Et surtout, bah, quand c'est des séries sur lesquelles j'ai travaillé, je pense que quand je découvre un peu la couverture, je m'émerveille un peu. Donc, moi, j'ai pas trop de reproches à faire à ce niveau-là, mais je suis un peu les débats. Je peux voir sur Twitter les couves qui font un peu débat, mais non, rien à reprocher de mon côté. Non, pour ma part, pareil, pas grand-chose, enfin vraiment pas de choses à reprocher. Moi, j'aime bien justement voir des fois le comparatif qu'il peut y avoir entre la vision française et la vision japonaise d'une couverture. Il y a des fois, ça fonctionne très bien, les changements qu'il peut y avoir. Des fois, bah, ça fonctionne un peu moins bien. Mais c'est toujours intéressant de voir parce que, quoi qu'il arrive, la couverture, c'est la porte d'entrée au manga. Et donc, faut toujours s'attarder un peu dessus, je trouve. Donc, c'est intéressant de voir comment elle peut être changée, comment elle peut être traitée pour attirer encore plus le regard. J'adore. Je vois que le modérateur a lancé le sondage Togenanki ou Nibiru, lequel vous tente le plus. Et je vois qu'il y a une majorité de Nibiru. Mon Dieu, c'est bien. Non, c'est pas bien. Ah si, non, lisez les deux. Oui, les deux. Lisez les deux.
Je vais peut-être faire un rapide récap, hein. Donc ce soir, on a parlé donc de Togenanki, le premier gros shonen de l'année qui va débarquer chez Kana en février 2022. Et puis Nibihiro no Caméléon, un polar en 4 tomes qui va sortir en janvier, le tome 1 qui va sortir en janvier 2022, et dont les 4 tomes sortiront dans l'année, avec une ambiance pulp de fin des années 80, début des années 90 au Japon. Mafia, tueur, sang, vengeance, voilà, tous des éléments top. Et Togenaki aussi, on va sortir les 2 tomes en même temps, avec une édition collector, dont les infos, les détails vont arriver petit à petit sur nos réseaux. Voilà, voilà. Est-ce que le chat aurait encore des questions? Questions à Aline, questions à Teddy pour savoir lequel des deux il conseillerait le plus ou Bah, pour conseiller, je peux pas trop conseiller, enfin pour l'instant Nibiru, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le lire, je l'ai Ouais, découvert là, voilà, comme ça. Mais en tout cas, je tiens juste à souligner un point pour Togen Anki, c'est le fait que les 2 premiers tomes sortent en même temps. C'est un très bon, moi je trouve que c'est un très bon point parce que pour avoir lu justement ces 2 volumes, euh, c'est vraiment avec ces 2 volumes-là qu'on prend conscience de ce que peut proposer l'auteur en termes d'univers, de pouvoir, de combat aussi, d'action, et avoir un aperçu vraiment de la brutalité de ce conflit. ouais, ça c'est vrai. C'est pour ça on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de faire la sortie simultanée. Oui, j'aurais une question. Attends, un visuel de la couverture collector de Togenki. Alors, là aussi, ça n'a pas encore été approuvé, donc j'ai pas pu vous l'imprimer aujourd'hui. Mais si vous êtes curieux, vous cherchez Ilu Couleur Togenenki et on a été chercher une des Ilu Couleurs dispo pour la mettre sur le coffret. Donc, vous pouvez faire des pronos autour de ça. Voilà. On va aussi, alors, petit, petit teasing de l'intérieur du coffret, on va aussi proposer des jaquettes alternatives. Du coup, vous allez pouvoir avoir d'autres illustrations en jaquette de vos tomes si vous le voulez, avec la collector. Donc, c'est l'avantage de Togenanki, c'est qu'il a fait mais vraiment blindé d'îlots couleurs, mais vraiment mais tout plein, tout plein. Donc, on se donne à cœur joie à l'édito là, de chez Kana pour vous proposer des très belles choses. Parce qu'elle fait vraiment de chouettes îlots couleurs, je trouve. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Vous en avez vu d'autres? Vous en avez vu d'autres, non? Non, si, on peut pas avancer la sortie de Nibiru. Il Bah, y a- janvier, c'est déjà tôt, non? C'est déjà tôt, non? Et, euh, et oui, traditionnellement, en fin d'année, novembre-décembre, on fait pas trop de sorties, nous, parce que c'est la période où la bande dessinée prend le dessus et les libraires, ils disent pitié, pas de manga en plus. Donc, on est gentil avec les libraires en fin d'année. Donc, ça arrivera en janvier. Voilà. Plus que, plus que 2 mois et, et combien de jours? 15 jours à Oui, attendre. c'est 4 jours. Bon, après, je sais pas exactement quand en janvier on va pouvoir le caser, parce que ça, c'est notre diffusion qui décide des dates précises de sortie. Donc voilà. Enfin, notre marketing, équipe marketing et diff qui décide de ça. Donc, on vous donnera les infos plus précises de date de sortie très prochainement sur nos réseaux. Bon, voilà. Je crois qu'on a un peu fait le tour des sujets de ce soir. Merci beaucoup, Aline. Merci, Teddy. J'espère que vous avez bien aimé ce live. Très bien. Ah, ça Ouais, fait un plaisir. super, c'est chouette. Je sais pas si... bon, apparemment,
Le chat était content des annonces qu'on a faites, donc je suis contente. Surtout pour Nibilo, qui est quand même allez, un titre qui n'est pas un titre qui buzz la mort non plus, donc qui est un peu inconnu au bataillon, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est un coup de cœur, donc je suis contente que vous réagissez bien pour cette série. Euh, donc, hein, rendez-vous en janvier et en février dans les librairies pour retrouver ces bouquins. Et puis, euh, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup encore, Aline, Teddy. Euh, Merci, à merci au chat. l'occasion, ouais, si on peut se revoir un jour ici, ce serait chouette, hein? Ce serait sympa. Ce Ouais. serait sympa, avec grand plaisir. Oui, eh ben, merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout. Et puis, il y a un tirage au sort, hein, donc regardez bien vos MP pour voir si vous avez gagné les tomes 1 des titres qu'on a annoncés. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée.